Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Le titre. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES, décrète 48 heures de grève pour exiger de meilleures conditions de travail pour ses membres. L'État du Sénégal, à travers le gouvernement, n'écoute pas les syndicalistes. Et puis le collectif des amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar s'indigne après les propos du ministre de l'Enseignement supérieur. Selon ses membres, Abdourahmane Diouf doit s'occuper au plus vite de leur situation. Le comité des experts de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, s'est réuni au Sénégal. Des plaidoyers ont été faits pour que les experts puissent s'assurer que les prévisions budgétaires de l'année prennent en compte l'ensemble des ressources financières attendues. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal, SAMES, décrète 48 heures de grève à compter d'aujourd'hui. C'est pour exiger de meilleures conditions de travail. Des 2 mois plus tôt, c'est pour exiger de meilleures conditions de travail selon ses membres. Les autorités n'ont toujours pas répondu à leurs exigences. Ça tout débat pour le compte rendu. Les blouses blanches sont en colère en dépit des 14 rencontres avec l'État. Le SAMES, syndicat autonome des médecins du Sénégal, n'a pas obtenu de réponse satisfaisante. Après analyse, il a été constaté une inertie du gouvernement du Sénégal depuis le dépôt du préavis de grève en décembre 2023, suivi d'un rappel en décembre 2024. Mais malgré 14 rencontres avec l'État du Sénégal, aucune proposition concrète n'a été actée jusqu'ici. À cet effet, le SAMES décide de tenir ce point de presse pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur la situation préoccupante que traverse notre pays, mais également sur les conditions difficiles d'exercice de nos collègues médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Face à cette impasse, le syndicat a décidé d'observer une grève générale de 48 heures les 18 et 19 février 2025. Devant l'absence d'actes concrets du gouvernement allant dans le sens d'un dialogue et d'un consensus pour solutionner ces revendications, le SAMES est au regret de poser le premier acte de son plan d'action qui consiste en une grève générale de 48 heures les 18 et 19 février 2025 avec respect des urgences. Parmi les principales revendications figurent le recrutement des médecins et pharmaciens dans la fonction publique ainsi qu'une gestion plus démocratique des ressources humaines, notamment à travers un appel à candidature pour les postes de responsabilité, comme l'a souligné le secrétaire général adjoint chargé des affaires médicales. Le SAMES ne réclame que de meilleures conditions de travail pour une offre de santé de qualité pour nos chère population. Cet état de fait a motivé les revendications qui tournent essentiellement autour du recrutement des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes dans la fonction publique pour soulager bien entendu les structures sanitaires du pays, de la gestion démocratique des ressources humaines à travers un appel à candidature lors des nominations à des postes de responsabilité, du régime indemnitaire qui souffre d'une incohérence, mais également d'une injustice notoire au détriment des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal. Les membres du SAMES ont également dénoncé la panne de la machine radiographique de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, en dysfonctionnement depuis plusieurs jours. Ils exhortent ainsi le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour la réparer afin de garantir une prise en charge efficace des patients atteints du cancer. Je le disais en titre, le collectif
des amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar exprime son indignation après les propos du ministre de l'Enseignement supérieur. Selon ses membres, Abdourahmane Diouf doit s'occuper au plus vite de leur situation. Un mémorandum est sur sa table et attend toujours une réponse. Et sur ce qu'il qualifie d'urgence. Le collectif des amicales de l'UCAD s'est montré mécontent face aux propos du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il dénonce son ingérence dans la procédure disciplinaire visant certains étudiants en master. Donc déjà se prononcer sur une procédure disciplinaire qui est interne à l'UCAD et dont il n'est pas membre. Donc aujourd'hui, si un ministre sort pour se prononcer sur une procédure qui d'emblée devait être interne et s'y prononcer, je pense que ça c'est une ingérence et c'est très dangereux pour l'image de l'université et ça remet en question la crédibilité des instances de décision qui sont habilitées à statuer sur les problèmes des étudiants sénégalais. Les étudiants ont également réagi à la décision du ministre de supprimer les bourses d'accompagnement, une mesure qu'ils jugent injuste et inadaptée. Maintenant, l'autre fait, c'est que le ministre, parlant de la bourse, on croirait que c'est une prouesse de la part de la tutelle du ministère de donner à des étudiants des bourses. Alors qu'il faut rappeler que la bourse, ce n'est pas un luxe. La bourse, elle permet à l'étudiant de survivre et non pas de vivre. La bourse que l'étudiant reçoit, ça lui permet de pouvoir vaquer à ses occupations pédagogiques. Le collectif des amicales de l'UCAD a rappelé au ministre de se concentrer sur ce qu'il qualifie d'urgence, en référence aux problématiques notées dans le mémorandum remis au ministre le 26 septembre 2024. Actuellement, nous en sommes au mois de février et jusque-là, il n'y a pas eu réponse par rapport à ce mémorandum qui a été déposé. Et le ministre avait donné garantie qu'il allait nous donner des réponses par rapport à ce mémorandum, ça c'est de un. Et deuxièmement, il avait promis que des rencontres périodiques seraient tenues avec les représentants d'étudiants pour discuter. Enfin, le collectif appelle les autorités à engager une concertation, rappelant que selon eux, l'UCAD regroupe des forces de proposition susceptibles de contribuer à la résolution des défis actuels. Elisabeth Christine Elhadji Assane Ndiaye, étudiant en Master 2, accuse l'administration de n'avoir pas permis plusieurs étudiants de participer au concours de l'ENA. Selon lui, beaucoup d'étudiants souhaitent quitter l'université, mais sont souvent confrontés aux lenteurs administratives. Elhadji Assane Ndiaye, que nous écoutons. Le ministre, on a écouté son intervention dans une émission télé où il disait que les étudiants de Master 2 et de doctorat font semblant pour rester dans les classes de Master et de doctorat pour 5 ans ou bien plus. Il n'a pas les bonnes informations. Voilà, pour avoir les bonnes informations, il fallait venir vers les étudiants, les interroger. Voilà, nous, après la licence, on devait attendre une année pour avoir une sélection. Après la sélection, on devait également attendre presque 6 mois pour avoir une autorisation d'inscription. Après ça, est-ce que ce retard-là nous incombe? Ça incombe à l'administration. Ce sont des lenteurs administratives. Il y a également la crise du Covid-19 qui est passée par là. La crise politique. Est-ce que ça, c'est de notre faute? Il fallait prendre ça en compte. Le master, c'est pour 2 ans. Nous, on est là depuis 2018. La licence, depuis 2018. On devait terminer en 2023 notre master. On est en 2025. Et tout ce qui s'est passé, ce retard, n'est pas de notre faute. C'est la faute à l'administration et à l'État du Sénégal. Donc, ils n'ont pas les bonnes informations. Et ils nous ont empêchés de faire certains concours. Il y a le concours de l'ENA cycle à niveau master, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas encore terminé le master. Il y a le concours de la magistrature, on ne peut pas le faire au niveau de la faculté de droit parce qu'on n'a pas encore terminé le master. Donc, on n'a pas d'intérêt à rester ici dans cette université ou bien au niveau de la faculté et vagabonder. Je le disais en titre, le comité des experts de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA s'est réuni à Dakar. Plusieurs thématiques ont été soulevées, et notamment la mise en place de certains nombres de mesures, comme le ministre de la Justice l'a demandé aux experts de faire en sorte que les prévisions budgétaires de l'année prennent en compte l'ensemble des ressources financières. Mais avant, comme vous le voyez à l'écran, les travailleurs du secteur primaire ont décidé
de surseoir à leur mot d'ordre de grève après une rencontre donc avec le directeur de la fonction publique. Selon eux, donc plusieurs problématiques ont été soulevées. Le ministre de tutelle donc va prendre en compte leurs revendications et soumettre la question au Premier ministre. Et dans l'esprit d'un dialogue, ces syndicalistes ont donc décidé de surseoir à leur mot d'ordre de grève qui était prévu d'ailleurs cette semaine, un mot d'ordre de grève de 72 heures. Je lisais tantôt la réunion du comité des experts de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, OHADA, s'est tenue à Dakar. Plusieurs points ont été donc l'objet de la rencontre. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, demande aux experts de s'assurer que les prévisions budgétaires de l'année prennent en compte l'ensemble des ressources donc financières attendues. Ndigali Fall, M. Fall pour le compte rendu. La Cour commune de justice et d'arbitrage a enregistré la plus grande performance de la Cour depuis le début de ses activités. Selon le président des experts de OHADA, la Cour a rendu 381 arrêts et 73 ordonnances. La session du Conseil des ministres, qui s'ouvre dans quelques jours, se tient à l'orée d'une année nouvelle et à la suite d'une année 2024 féconde pour notre commune organisation. En effet, dans un contexte marqué par des difficultés aiguës de mobilisation des ressources, les différentes institutions ont poursuivi l'exécution quotidienne de leurs activités avec des résultats plus que satisfaisants par rapport à la modicité des moyens disponibles. En particulier, la Cour commune de justice et d'arbitrage a rendu 381 arrêts et 73 ordonnances au cours de l'année 2024, enregistrant ainsi la plus grande performance de la Cour depuis le début de ses activités en 2001. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, plaide pour que les ressources allouées aux institutions de l'OHADA soient en adéquat avec des programmes d'activité clairs et réalisables. Après les travaux de la 57e session du Conseil des ministres tenue le 6 février 2024 en ces mêmes lieux, nous voici à nouveau réunis à Dakar pour préparer la session budgétaire du Conseil. Comme de tradition, vous êtes en effet appelé à mettre votre science et votre expérience au service de la communauté en éclairant de vos avis et recommandations des délibérations du Conseil des ministres dont la réunion s'ouvre dans quelques jours. Dans cette perspective, il vous appartiendra en tout premier lieu d'examiner les dossiers financiers en prêtant une attention toute particulière au projet de budget des institutions de l'OHADA pour l'exercice 2025. Je vous invite sur ce point à veiller rigoureusement à ce que les ressources à allouer aux institutions de l'OHADA correspondent à des programmes d'activités clairs, réalistes et réalisables. Il demande à ce que les prévisions budgétaires de l'année prennent en compte l'ensemble des ressources financières attendues. Je vous invite par ailleurs à veiller à ce que les prévisions budgétaires de l'année intègrent tous les appuis financiers attendus des partenaires techniques et financiers de l'OHADA, conformément aux présentes instructions du Conseil des ministres. Dans le même temps, je vous engage à mener des réflexions constructives pour proposer au Conseil des ministres des solutions concrètes en vue d'assurer la pérennité du financement de l'organisation. À cet égard, je souligne que si le règlement numéro 002-2003 CM-OHADA du 18 octobre 2023 relatif au mécanisme de financement autonome de l'OHADA est toujours d'actualité,
À l'issue de ces travaux, la 58e session du Conseil des ministres prendra fin le vendredi 21 février 2025. À cette occasion, le Sénégal transmettra officiellement la présidence du Conseil des ministres de l'OHADA à la République du Tchad. Ndeyali Fall, 3 plateformes du programme AgroPôle sont en phase de finition. Les travaux des 27 autres vont démarrer incessamment selon le ministère du Commerce et de l'Industrie. Ces agropôles vont permettre donc la production et la transformation de produits locaux pour l'attente de la souveraineté alimentaire. Yacine Ning Diakhaté est la directrice de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce. Elle est ici au micro de Babacar Seck. De nombreuses initiatives ont été menées, notamment en termes d'optimisation de l'approvisionnement. Donc, beaucoup de travail ont été effectués pour augmenter la production, notamment avec une structure comme l'ISRA du ministère de l'Agriculture. Il y a également eu beaucoup d'initiatives d'accompagnement des PME-PMI qui sont dans la transformation, notamment pour l'amélioration des produits transformés et pour également les préparer techniquement et organisationnellement pour qu'ils puissent s'installer au niveau des agropôles. Parce que lorsqu'on parle des agropôles, on parle de pôles agro-industriels. Il y a également eu des travaux au niveau de 3 pôles, mais de la CADEO, au niveau de Kolda, mais également au niveau de l'agropôle sud sur la plateforme d'Ariane. Donc ces travaux sont en cours de finalisation. Maintenant, ce qu'il faut, c'est presser le pas, finaliser ces plateformes-là et également démarrer les autres plateformes qui sont prévues. Il y en a 30 prévues dans le projet actuel. Il y en a 27 autres pour lesquelles les travaux doivent démarrer rapidement. On attend vraiment la finalisation de ces plateformes-là, leur mise en service pour permettre aux transformateurs de venir s'installer et qu'on ait également cette transformation de nos matières premières locales. Et éviter, comme on le voit souvent, nos manques de rire, nos matières premières ne pas être transformées localement. Et pour nous permettre également d'atteindre l'objectif de souveraineté alimentaire. Le maire de Sangalkam a visité plus d'une dizaine de chantiers dans toute la commune. Une part belle donc a été réservée aux femmes avec la réception de la maison de la femme de Korindiaïlo pour le compte de la célébration le 8 mars, une fête donc dédiée aux femmes. Les femmes seront accompagnées selon le maire à travers des formations et des financements par la commune. Bokar Alpha Khouma, maire de Sangalkam, est ici au micro de Babacar Seck. De construire 24 salles de classe au niveau de la commune de Sangalkam. Et ces 24 salles de classe, 80% des travaux vraiment sont réalisés. Donc, alhamdoulilah. On était à Dartchouk, mais aussi à ADD et à Leboudou aussi. Mais aussi le projet de Ganegui, la maison des parents aussi. On a visité la maison des parents. Les travaux vraiment, on peut dire aujourd'hui à 80%, les travaux sont réalisés à 80%. Donc nous avons eu satisfaction. Comme vous le voyez aujourd'hui, nous sommes à Kendialo, ici à Kendialo, pour vraiment visiter la maison des femmes de Sangalkam, initiée par la commune de Sangalkam, sur fonds propres. Qui dit maison de la femme, il y a des communautés. Parce qu'il y aura une banque à l'intérieur. Il y aura vraiment une salle d'exposition. Parce que toutes les femmes de la commune, à travers leur projet, elles peuvent venir vraiment exposer au niveau. Parce que c'est un centre. C'est un centre pour les femmes. Donc il y aura une banque en même temps pour les accompagner en termes de financement. Parce que vous savez, les femmes aujourd'hui, elles vont dans les banques demander un prêt. On peut leur prêter une somme de 150 000 ou 200 000 et le réclamer 300 000. Donc le taux est très élevé. Mais quand aujourd'hui, si vous prenez un prêt ici, donc là on peut discuter pour voir, le taux sera un peu réduit pour vraiment les accompagner sur ce lancement. L'association Dandemayo émergents récompense les meilleurs élèves de la zone de Dandemayo au sud de Nawel à Demakani. Une quarantaine d'élèves ont été primés devant le représentant de l'inspection de l'éducation et de la formation. Dandemayo émergents veut faire en sorte que la culture de l'excellence soit érigée en règle dans ce parti du territoire sénégalais. N'est-ce pas, Amadou Bardialo? L'association Dandemayo émergents
a choisi la culture de l'excellence pour s'investir dans les établissements scolaires. Dans le département de Kanel, à Ganguel-Soulé, à travers une cérémonie dédiée aux élèves, ladite association a récompensé les meilleurs apprenants de la zone de Nabil à Demankani. Yaya Ndiaye, président de l'association dans le moyen émergent, est revenu sur l'importance de cette journée. Pour qu'on ait une éducation de qualité, il faut quand même motiver les élèves pour qu'il y ait quand même de la concurrence, mais de la concurrence au niveau donc de ces élèves. Si on prime cette année donc certains élèves, l'année prochaine d'autres vont faire encore plus d'efforts pour qu'ils soient donc primés. C'est ce qui nous a motivés pour récompenser donc nos meilleurs élèves au niveau donc du Dandemayo. Donc tout cela aussi on l'a eu grâce à notre parrain. Donc Abdoulaye Thiam, qui est le président national donc, de la presse sportive, donc qui est un digne fils aussi donc, du terroir. Les représentants de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kanel, après avoir magnifié les actions de dans les moyens émergents, déplorent le manque de distinction des élèves au concours général, malgré les excellents résultats de l'académie. Et à Matam, nous savons que l'évaluation certificative, le BAC, le BFM, c'est l'arbre qui cache la forêt. Nous avons d'excellents résultats, mais nous ne nous sommes pas distingués donc, au concours général et aux écoles d'excellence. On doit s'investir à ce niveau. Et le mal de l'école à Matam, c'est que c'est une zone répulsive. Et j'invite le Dandemayo émergent à s'investir. Pour cette édition, l'association Dandemayo émergent a récompensé une quarantaine d'élèves et compte s'investir dans le secteur éducatif pour promouvoir l'excellence. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage veut accompagner les acteurs du secteur dans le cadre donc de l'agriculture familiale et l'élevage pour atteindre la sécurité, l'autosuffisance alimentaire. Selon Mabouba Diagne, chaque année, 1070 milliards de francs CFA en produits d'origine animale sont importés au Sénégal. Il faudra donc corriger ce chiffre, faire en sorte d'accompagner les agriculteurs et les éleveurs pour assurer au Sénégal une autosuffisance en lait. Je vous propose de le suivre. Il est interrogé par Sékou Diallo. Il est absolument nécessaire de booster, d'accompagner, de renforcer l'agriculture et l'élevage familial. Nous comptons soutenir l'élevage extensif. Nous comptons soutenir le pastoralisme en l'accompagnant de moyens modernes, des structures de culture, des plateformes de culture fourragère, accompagner les jeunes éleveurs, accompagner les femmes, accompagner les jeunesses pour booster l'élevage et la sécurité alimentaire. Nous croyons fermement que l'élevage peut être un accélérateur de croissance. Cependant, nous demandons une mobilisation totale, jamais vue, pour accueillir la première journée de l'élevage de son Excellence le Président de la République. Et nous ne ménagerons aucun effort pour travailler avec la Chambre de commerce de Kaolack, pour travailler avec la mairie de Kaolack, pour travailler avec les jeunes de Kaolack, pour travailler avec les éleveurs de Kaolack, pour travailler avec les éleveurs de tout le Sénégal pour relever le défi de l'autosuffisance et de la souveraineté alimentaire. Quand je vois que nous importons l'équivalent de 100 millions d'euros, c'est 300 millions de litres selon les experts, c'est 55 000 vaches laitières à hauteur de 15 litres de lait par jour. J'ai l'intime conviction que le défi est certes difficile, mais bel et bien réalisable. Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage des jeunes au marché de Vélingara à Mbour pour dire stop à la migration irrégulière. Et ces derniers veulent faire en sorte que les jeunes abandonnent cette pratique. Ils ont d'ailleurs organisé une randonnée pédestre pour sensibiliser les jeunes sur les conséquences de la migration irrégulière. Je vous propose de suivre les explications de Seydina Alioune Traoré, ressortissant de Vélingara. Il est interrogé par Muntaga Khan et Mourba. Nous avons décidé de mener ce combat contre l'immigration clandestine après avoir tenté l'aventure sur les routes de Sahara et de Méditerranée. En effet, nous vivons dans une zone de départ avec beaucoup de décès survenus en cours. Ce phénomène appauvrit beaucoup de familles dans le Sénégal, dont certains ont vendu des terres, des bétails et des biens pour financer les voyages de leurs enfants. Sur les 100%, moins de 15% des jeunes parviennent à réussir. L'heure de cette randonnée pédestre nationale de Vélingara à Dakar
est tenu le 5 février 2025 à partir de 5 heures du matin. Enfin, nous sommes retrouvés ici à Mbour pour sensibiliser les parents et les jeunes d'avoir foi de réussir au Sénégal. Nous disons non à l'immigration clandestine et nous invitons tous les jeunes de croire à leurs possibilités et potentiel de rester et de réussir dans le pays. Et avoir beaucoup d'espoir sur le nouveau régime. Nous lançons un appel solennel au président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement de ne ménager aucun effort pour la réussite de cette mission. Je vous remercie. Les habitants du village de Bakabof, c'est dans la région de Fatick, rendent hommage aux tirailleurs dits oubliés de la région. Ces derniers, à travers une cérémonie, ont voulu montrer donc la combativité de ces tirailleurs disparus et enterrés, au moins une trentaine dans la région. Selon eux, ces derniers méritent reconnaissance. Je vous propose de suivre les explications de Blaise Diouf, fils d'un tirailleur. Il est ici au micro de Muntagakar et de Mamoudouba. Et aujourd'hui, nous en sommes à 31 tirailleurs recensés dans ce village. Nous avons commencé par un recensement, bien sûr avec la date du 15 février, nous étions obligés de faire quelque chose. Le 15 février, c'est le jour où les Français sont venus prendre nos parents ici, dans le village. Donc pour nous, c'est une date vraiment symbolique. Et nous avons dit non, au lieu de faire le premier, c'est pour Thiaroye, ils vont encore être méconnus. On va les confondre à ceux de Thiaroye. Nous mettons en place une journée spéciale pour eux, pour qu'on puisse les reconnaître. Parce que nous parlons de tirailleurs sénégalais oubliés. Le mot oublié est très important. C'est des gens, si vous demandez dans la foule, probablement personne ne les connaît sauf le mien qui est enterré ici. Donc on a fouillé au départ. J'en connaissais 3, mon père et 2 qui sont dans ce village. Le reste, je ne les connaissais pas. Et c'est quand on a commencé le recensement que j'ai pu connaître autant. Donc je suis presque sûr que c'est des milliers au Sénégal. Et il faut que l'ensemble du Sénégal puisse commémorer ces tirailleurs sénégalais oubliés dans des cérémonies comme celle-là. Moi, en tout cas, je souhaite que cette cérémonie soit annuelle pour tout le monde. Pas seulement pour mon village, mais pour tout le Sénégal. Et puis, présentation du livre Les miracles du focus, un ouvrage fruit de plusieurs années de réflexion et de travail, se propose d'aborder une problématique centrale de notre époque, la difficulté à maintenir son focus dans un monde plein de distractions. L'auteur insiste sur le fait que chaque individu est unique. Roland Idré Béogo, l'auteur, et Aïssatou Thiam Diakhaté sont ici au micro de Barasson. Je remercie le bon Dieu de m'avoir permis d'être là aujourd'hui pour célébrer le premier livre de mon frère Roland. Je remercie le bon Dieu de m'avoir permis d'assister à cette cérémonie qui est très importante pour moi parce que Roland est un frère. C'est l'occasion pour moi de manifester ma fierté d'avoir fait de moi la marraine de cette cérémonie. Roland et moi, nous cheminons ensemble depuis 2021 dans le cadre de ces formations, l'art du focus. Et depuis lors, je pense que nous sommes restés connectés dans le cadre du focus. Moi, en tant que manager qui dirige une équipe, et lui, en tant que formateur passionné, qui cherche toujours à faire grandir les personnes. Nous vivons dans un monde de déconcentration où la dispersion, la distraction et l'inattention nous font passer à côté des choses et des personnes les plus importantes de notre vie. Nous courons dans tous les sens derrière le temps et dans la course derrière le temps, nous ne serons jamais premiers sur la ligne d'arrivée. Le livre « Les miracles du focus » permet de se
questionner, de faire une introspection, de se poser les bonnes questions et de réajuster son focus sur ce qui vaut vraiment la peine au niveau personnel et au niveau professionnel. C'est un livre qui donne une approche, une méthodologie et des outils pratiques pour toute personne qui souhaite améliorer son focus et vivre la vie qu'elle mérite. Dans mon livre, je propose une démarche qui pourrait répondre aux besoins de structuration de la majorité des personnes, justement, autour de 4 points importants que j'ai appelés la boussole du focus. C'était le bac fort, cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.